Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. On va parler d'impôts parce que on est en plein dedans. Vous devez on doit tous normalement être en train, en tout cas, de colliger tous les T4 puis tous les papiers pour préparer ces impôts. Et c'est ce moment-ci qu'a choisi l'IEDM, qui est l'Institut économique de Montréal, pour nous faire part d'une étude, une réflexion en tout cas qu'ils ont eue, une recommandation qui serait d'abolir le deuxième palier d'imposition. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Et tout ça pour aider les travailleurs de la classe moyenne. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est vice-président aux communications à l'IEDM. Renaud, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, Renaud, parce que pendant longtemps, vous avez été à la Fédération canadienne des contribuables. Donc, on voit que vous avez quand même de la suite dans les idées. Exactement. Si je m'implique en fait dans des organisations comme l'IEDM, comme la Fédération des contribuables, c'est parce que je crois en cette cause qui est d'en faire remettre un petit peu d'argent au moins dans les poches de la classe moyenne, dans les poches des Québécois. Après tout, on sait que le gouvernement prend quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Alors, donc, cette idée est mise par l'IEDM. Quand on dit abolir les deux... Bon, déjà, les gens, en ce moment, sont dans leurs impôts. Je comprends. Donc, on va garder ça simple pour tout le monde. Déjà, ça nous écœure de voir remplir notre rapport d'impôt. Mais quand on parle d'abolir le deuxième palier, on parle de entre quel revenu et quel revenu? Donc, on parle ici du palier qui s'applique vraiment à la classe moyenne. On parle de 55 à 110 000 environ. C'est pas un secret, les impôts sont quand même assez élevés au Québec et au Canada. Donc, au fédéral, la façon que ça fonctionne, c'est que pour chaque dollar que vous gagnez, jusqu'à 55 000 $ à peu près, vous êtes taxé à 15 %. Par la suite, pour les 55 000 à 110 millième dollars, vous êtes taxé à 20,5 %. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait que tous les revenus en bas de 110 000 $ au fédéral soit taxé à 15 %. Donc, on parle d'une réduction d'à peu près 5,5 points de pourcentage sur le taux marginal. Mais si, mettons, on est rendu au maximum, c'est-à-dire que si on fait 110 000 par année, une différence de 5 % qu'on garde dans nos poches versus l'envoyer à Ottawa, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. En fait, ça fait vraiment une différence à tous les niveaux de revenus dans ce palier-là. On parle vraiment d'une réduction d'impôt pour les 8,5 millions de Canadiens de la classe moyenne qui gagnent des revenus entre 55 et 110 000. En moyenne, ce qu'on estime, ça va permettre aux gens de sauver à peu près 1 100 $ par année. Donc, 1 100 $ qu'ils vont avoir pour payer les loyers, faire l'épicerie, payer les factures d'énergie qui augmentent quand même rapidement. C'est quelque chose qui va vraiment donner un gros répit à la classe moyenne. Il faut quand même le mentionner, la classe moyenne en arrache au Canada depuis un certain temps. Je veux dire, on a fait beaucoup de choses pour les moyens nantis, puis c'est une très bonne chose. Maintenant, on a beaucoup de gouvernements qui proposent des choses pour aider les entreprises, c'est une bonne chose. Mais les grands oubliés là-dedans, ça a été la classe moyenne qui a vécu l'inflation de plein fouet, qui a vécu les pertes d'emploi durant la COVID de plein fouet, qui a encore beaucoup de craintes maintenant avec tout ce qui est autour des menaces tarifaires américaines. Donc, de leur donner un tel répit, surtout à un moment comme celui-ci, ça serait quelque chose de très bienvenu. Alors, c'est drôle qu'on parle aujourd'hui de préoccupations pour la classe moyenne parce que pendant tout son dernier mandat, c'était un leitmotiv dans la bouche de Justin Trudeau. Il disait toujours la classe moyenne, la classe moyenne, la classe moyenne. Vous, le bilan que vous faites à l'IEDM, c'est qu'il l'a pas tant que ça aidé la classe moyenne, Justin Trudeau. Non, exactement. En fait, la différence avec l'approche de M. Trudeau au niveau de l'économie, c'était toujours on va prendre dans les poches des gens, mais ensuite on va pouvoir réinvestir ailleurs. Le résultat n'a pas été très, très concluant. Le résultat, c'est que notre dette publique a doublé. On est passé de moins de 700 jusqu'à 1400 milliards. Les paiements d'intérêt qu'on fait sur cette dette-là, eux aussi, ont doublé. On est passé de 26 à 54 milliards de dollars en paiement d'intérêt. Mais quand on regarde au niveau de la croissance économique, la croissance n'a pas été là. Quand on regarde au niveau de la croissance des salaires, quand on ajuste pour l'inflation, les salaires des Canadiens ont augmenté d'à peu près 5 % dans les 10 dernières années. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme parce que c'est ça. Donc, c'est que si on tient compte de l'inflation, c'est-à-dire que, mettons qu'on a une petite augmentation de salaire chaque année, mais que l'inflation est de 2 ou 3 ou 4 %, ben finalement, on se retrouve avec rien dans les poches. Je trouve ça amusant parce que une des mesures que Justin Trudeau avait mises de l'avant en prétendant justement aider les gens de la classe moyenne, c'est son fameux congé
congé de TPS. En fait, ça a surtout été un congé de gros bon sens parce que ça a été ça a été vraiment un casse-tête pour les entreprises, pour les commerces. Ça a été extrêmement compliqué pour tout le monde. Puis pour ramasser des grenailles, finalement, on n'a pas économisé tant que ça pendant son fameux congé de TPS. C'est effectivement le cas. C'est pour ça qu'on définit ça en fait comme un gadget fiscal. Essentiellement, c'est un petit quelque chose, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Mais c'est pas ça qui fait le travail. Quand on regarde ce que les gens de la classe... quand on achète une boîte de céréales, puis, tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y a encore ça, des gadgets dans les boîtes de céréales? En tout cas, moi, quand j'étais jeune, il y en avait. Mettons dans une boîte de Cracker Jack, là, tu sais, t'as une petite patente en plastique ou quelque chose. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est te faire oublier que c'est bourré de sucre puis que c'est pas bon pour la santé. Exactement. Ouais. C'est les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'une aide qui est substantielle. Écoutez, un congé de TPS de 2 mois, notamment sur les sapins de Noël en février, on va s'entendre que ça n'a pas un très, très, très grand impact dans les poches des gens. C'est un peu l'équivalent de se faire passer un sapin. Poudoum, poudoum, pouitch. Ben oui, c'est ça. J'ai fait une blague qui est pas si drôle que ça. Je trouve que c'est très important en ce moment de parler des impôts, évidemment, avec cette recommandation de l'IEDM, mais aussi parce que, d'ailleurs, mon collègue Mario Dumont écrit une excellente chronique ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il dit, au Québec, il y a des gens qui payent 53% en impôts. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on s'arrête à penser à ça, mais c'est vrai que c'est un non-sens. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que la porte-parole de Donald Trump aux États-Unis s'est servi de l'exemple du Québec et de son taux d'imposition complètement délirant pour certains groupes dans la population pour dire que ça avait pas de sens. Alors, on va écouter un petit extrait de la porte-parole de Donald Trump. And Canada is much higher. In Quebec, the highest tax rate for an income of $150,000 or more is 53.3%. More than half of Canadians' incomes they are being taxed on. So the president has made it clear that he believes. Alors, c'est sûr que quand on parle de la classe moyenne, ben là, on n'est plus là-dedans parce que c'est évidemment 150 000 $ et plus. Mais le point que Mario Dumont amène ce matin, c'est comment voulez-vous motiver quelqu'un peu importe les revenus qu'on a, quand on se dit on en donne plus que ce qu'on en gagne. À l'IEDM, vous devez trouver ça aberrant aussi, des taux d'imposition à 53%? Absolument. Puis si on recommande quelque chose qui cible la classe moyenne, c'est parce qu'on cherche à aider le plus de Canadiens possible avec cette baisse d'impôt-là. Mais c'est sûr que d'avoir un taux d'imposition maximal à 53%, qui est un taux marginal, qui est quand même sur les derniers dollars gagnés, ça a un effet pour dissuader le travail. Mine de rien, quand les gens se demandent est-ce qu'ils vont faire des heures supplémentaires au travail, ils vont se poser la question, écoutez, est-ce que je vais faire des heures supplémentaires si j'en envoie la moitié à l'impôt? Ou est-ce que je vais plutôt passer du temps avec ma famille chez moi? C'est sûr, c'est bon de passer du temps avec la famille, mais il y a un effet essentiellement de désincitation au travail. Et on n'a même pas besoin d'aller à des revenus aussi élevés pour voir cette désincitation au travail. Vous savez, à 55 000 $ au Québec, le taux d'imposition qui s'applique, le taux marginal, c'est 36%. Donc, quelqu'un qui est dans la classe moyenne, qui gagne justement un salaire qui est décent, d'à peu près 55 000 $, mais l'heure additionnelle qu'il fait, cette heure de temps supplémentaire, il en avoir un peu plus que le tiers au gouvernement à Québec puis à Ottawa. Après ça, il va devoir payer de la TPS puis de la TVQ sur tous les achats qu'il va faire. Il va avoir des taxes d'assises si jamais il s'en va à la SAQ, plus les profits mirobolants, la marge de profit mirobolante de la SAQ. À un moment donné, les gens se disent peut-être qu'au lieu de faire cette heure supplémentaire-là, je vais faire autre chose. Et ça a un effet justement sur la productivité, ça a un effet sur notre performance en tant qu'économie. C'est une des choses qui fait qu'on a plus de misère à avoir un niveau de croissance économique intéressant et avoir une croissance de notre niveau de vie qui est intéressante par rapport à d'autres juridictions. Quand on parle de ça, on utilise très souvent, et mon collègue Mario le fait avec raison, on utilise l'exemple du temps supplémentaire, le manque de motivation. Mais on peut aussi l'élargir, c'est-à-dire que mettons que quelqu'un occupe un poste où il fait 83 000 $ par année, puis son patron vient le voir en disant, écoute, on ouvre un poste, là, c'est beaucoup plus payant, c'est un poste à, mettons, 130 000 $ par année, ça tente-tu de postuler? Ben là, tu regardes, tu fais des calculs, tu te dis, ouais, mais c'est parce que si je fais ce salaire-là, le surplus que je fais par rapport à ce qui va réellement me rester dans les poches, quand tu fais le calcul, tu te dis, ouais, je vais avoir plus de responsabilités, plus de stress, je vais travailler plus d'heures,
Même pas, on parle même pas d'heures de temps supplémentaire, mais c'est juste beaucoup plus de stress et de responsabilité pour envoyer quasiment tout ça au gouvernement. Donc, il y a aussi cette démotivation-là. Absolument. Il y a la même chose aussi au niveau de l'investissement. C'est la même chose quand quelqu'un se dit, bon, mais écoutez, il y a quelqu'un qui arrive avec un projet pour partir une nouvelle usine, il y a besoin d'investisseurs. Ben, c'est exactement le même calcul que les gens font. Ils se disent, bon, je pourrais investir dans ce projet-là. Ce projet pourrait rapporter tant, mais en revanche, j'ai des risques. Je sais que je peux tout perdre là-dedans. Et en plus de ça, si jamais j'ai un retour, ben, c'est l'impôt qui va passer au cash et qui va essentiellement prendre une bonne partie de ça. Ça a un effet néfaste sur la croissance. En économie, il y a le phénomène qu'on appelle la courbe de l'affaire, qui est essentiellement une courbe qui dit que, bon, à 0% d'impôt, puis à 100% d'impôt, on récolte à peu près le même revenu. Parce qu'à 0%, ben, il y a pas d'argent qui va à l'impôt. À 100% d'impôt, les gens n'ont pas d'incitation pour travailler, donc il y a zéro revenu. Et c'est de trouver à quel juste l'équilibre, milieu. Exactement. Oui. Et au Canada, ce qu'on calcule, il y a certaines études qui ont été faites là-dessus qui disent que pour chaque revenu additionnel en impôt qu'on va chercher, on perd 2,86 $ en activité économique. Donc oui, le gouvernement s'enrichit, mais on fait tellement mal au reste de l'économie que ça fait en sorte que notre économie croît moins rapidement. Ça, donc c'est très la base intéressant. fiscale croît moins rapidement. C'est-à-dire que, oui, on se dit peut-être, ben oui, c'est sûr, on va augmenter, parce qu'on entend souvent ça, évidemment, d'une certaine gauche, de dire, taxer plus les riches. Mais donc, oui, peut-être taxer plus les riches, ça fait en sorte qu'il y a plus de revenus en tant que tel dans les poches du gouvernement, mais ce que ça fait en termes de diminuer en tout cas la volonté justement de participer à la création de la richesse, ben on leur perd, puis c'est l'économie au complet au Canada qui en pâtit. Je veux juste terminer sur cette idée lancée par l'IEDM d'abolir le deuxième palier. Évidemment, ça veut dire moins d'argent dans les poches du gouvernement. Si on veut avoir plus d'argent dans nos poches à nous, c'est donc 17 milliards de moins qui iraient à Ottawa. Et Dieu sait que l'argent est tellement bien géré à Ottawa. Exactement. C'est pour ça que je préfère le voir comme 17 milliards de plus dans les poches des citoyens. Après ça, c'est sûr que oui, ça va nécessiter des choix à Ottawa. Mais quand on regarde les choix qui ont été faits dans les dernières années, des choses comme 50 milliards de dollars dans la filière batterie en subvention pour des grosses usines, le fait qu'on s'en va dépenser 4 milliards pour simplement faire un plan de tracé pour ensuite dépenser d'autres argent pour un train à grande vitesse, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup de milliards de dollars. Puis en tout cas, de mon opinion, cet argent-là serait beaucoup mieux dans les poches des contribuables que dans les coffres à Ottawa. Renaud Brossard, vous êtes vice-président aux communications à l'Institut économique de Montréal. Très intéressant comme proposition et surtout une réelle préoccupation pour les travailleurs de la classe moyenne. Je suis contente qu'on la définisse de cette façon-là parce que chaque semaine, chacun arrive avec sa propre définition de ce qu'est la classe moyenne. Merci beaucoup, Renaud. Merci.